Bonjour et bienvenue à cette première émission de l'an 2024 de Téléhandicap. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est tellement important que nous devons contribuer à sensibiliser la population de manière responsable pour encourager ces organismes à continuer à propager leurs événements pour donner une voix aux sans-voix. Notre invité aujourd'hui est une personne passionnée dans la défense des droits et de la dignité et surtout la protection des personnes handicapées au Québec. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir M. Dominique Salgado, directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Monsieur Salgado, bonjour et bonne et heureuse année 2024. Bonjour, M. Coury. Pareillement, bonne et heureuse année et surtout de la santé que je vous souhaite pour 2024. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout d'abord, je vous demande de nous parler de vous pour mieux vous connaître, vous présenter à nos téléspectateurs à titre de directeur général du comité d'action des personnes vivant dans des situations de handicap. On vous écoute. Ben, merci d'abord de nous donner cette opportunité à l'organisme et à moi-même de pouvoir partager évidemment là, je dirais, cette vision commune et également ces priorités que nous avons en commun, vous et moi, avec nos différentes organisations. Ben, en fait, moi, je suis fils d'immigrants. Je suis en fait né sur la côte nord. Mon père a immigré. Lorsqu'un jour a décidé de quitter son pays à l'âge de 22 ans, il a quitté le Portugal et il se procurait à ce moment-là sa première paire de chaussures, alors de 22 ans. Il a été finalement, par la suite, il a travaillé au Venezuela pendant quelques années, ensuite à Bogota, en Colombie, pour finalement arriver à Montréal. Et par la suite, le boom économique de la Côte-Nord l'a attiré. Moi, je suis né sur la Côte-Nord, dans la ville de Bécomo. Donc, j'y ai grandi pendant de nombreuses années pour faire mes débuts à la radio à l'âge de 16 ans. Mhm. Et par la suite, je dirais que l'intérêt pour les communications m'a beaucoup attiré, mais du coup également, j'investissais du temps aussi en politique avec les jeunes libéraux à l'époque avec Mario Dumont et d'autres, qui finalement, avec certains mentors qui sont devenus sénateurs par la suite, je pense à M. Ghislain Maltais, je Ouais. pense aussi à M. Mulroney, qui était aussi un ami de la famille. Donc, tout ça a fait en sorte que, inévitablement, j'avais comme les communications et le domaine de la politique reliés. Donc, j'y ai travaillé pendant une vingtaine d'années au niveau des communications. J'ai été journaliste, recherchiste, également, si vous voulez, rédacteur. Donc, j'ai fait de la radio, de la télé, de la presse écrite. Et par la suite, j'ai bifurqué en politique pendant une quinzaine d'années. J'y ai travaillé à différents niveaux, municipal, provincial et également fédéral. Des très bonnes expériences que j'ai eues et le plaisir à travailler aussi avec des personnes extraordinaires qui ont investi cœur et âme en politique. Et ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. La dernière personne pour qui j'ai travaillé, qui est devenu un ami intime, est le ministre actuel, Jean-Yves Duclos, qui était à l'époque ministre de la Famille. Alors, j'étais conseiller senior pour M. Duclos à Ottawa. Et par la suite, je suis arrivé de retour à Québec pour travailler au sein du CAPVI, le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. La vie m'a gâté et un jour, j'avais le goût de redonner à la vie. Jusqu'à un certain niveau, je me dis, on m'a gâté, mais en 2012, la maladie m'a frappé. J'ai été atteint d'un cancer. Je m'en suis sorti, je me dis, pourquoi pas continuer à redonner à la société. Et maintenant, écoutez, en 2024, je fêterai bientôt mes 8 ans à la tête de l'organisme que je dirige avec des gens extraordinaires, un très bon conseil d'administration, des gens qui s'impliquent, des gens qui veulent changer hein, les choses
qui ne sont pas toujours, comment dirais-je, toujours accessibles. Évidemment, c'est notre cheval de bataille au quotidien, l'accessibilité. Est-ce qu'on est dans un rêve utopique? Est-ce qu'un jour, ce sera possible d'être accessible partout? On le souhaite. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire, naturellement. Alors, Je voici un petit peu mon cheminement, là. C'est excellent et je m'y attendais pas plus qu'à cette fluidité verbale de votre part. Ça commence très Merci. bien notre émission. Maintenant, Merci. écoutez, nous connaissons très bien tous ensemble les besoins flagrants des personnes handicapées au Québec et même ailleurs, là. Quels sont les projets importants déjà réalisés pour l'avancement de votre organisme axé sur le développement communautaire? Ben, l'accessibilité, hein, au sens très large, de promouvoir la mobilité et l'accessibilité universelle sur l'ensemble du territoire, l'ensemble de la région de Québec, mais l'ensemble du Québec également. Évidemment, c'est un travail qui nous tient en haleine au quotidien parce que l'accessibilité fait en sorte que une personne en situation de handicap peut s'épanouir comme toute autre personne. Alors, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce que veulent aussi ces personnes. L'habitation est aussi un sujet qui nous occupe quotidiennement, de promouvoir l'accès, en fait, à des unités résidentielles accessibles pour les personnes ayant des incapacités ou des personnes qui sont, en fait, atteintes de différents handicaps qui fait en sorte que finalement, elles peuvent moins s'épanouir dans un logement s'il n'est pas accessible et adapté. D'ailleurs, là-dessus, on est très fiers. Le CAVI a mis au point une application web sur le logement et accessible, le logement adapté et accessible, qui est l'Upload pour application du logement accessible et adapté. Une connotation un peu anglophone, Upload, c'est voulu aussi parce que on s'intéresse aussi à tout ce qui touche le logement à l'extérieur du Québec. Donc, déjà, en Ontario, des gens s'intéressent à notre application. Il y a évidemment, euh, des complications qui sont aussi communes. Je vous dirais qu'on vit à Québec, on la vit aussi ailleurs. Sauf que si on se compare avec l'Ontario, il y a quand même des politiques plus fermes en matière d'accessibilité qui font en sorte qu'un entrepreneur fautif qui ne se conforme pas au code du bâtiment aura des sanctions sévères. Tandis qu'au Québec, ben, une petite tape sur le bout des doigts de l'ordre professionnel et des amendes qui sont très minimes. Dans la ville de Québec, les amendes varient entre 200 et 1500 dollars. Alors que si on prend une ville comme Toronto, qui est très accessible, un entrepreneur fautif va se conformer en fait à des règlements. Sinon, il y aura des sanctions qui vont varier entre 30 et 45 000 dollars par jour pour un Oui. entrepreneur fautif. Donc, à ce niveau-là, on voit que, évidemment, on est plus agressif au niveau de l'accessibilité universelle. Le code du bâtiment doit être beaucoup plus respecté là-bas qu'ici. Alors, on souhaiterait que le gouvernement du Québec sorte un peu plus les crocs à cet effet pour faire en sorte que on puisse avoir des municipalités encore plus inclusives en offrant des habitations et des logements accessibles et adaptés. L'aide à domicile est aussi un cheval de bataille important. Nous voulons contribuer au développement des programmes de soutien à domicile, répondant pleinement aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc, ce qu'on a ici du côté de l'organisme, en plus de faire de la défense de droits dans différents domaines, nous avons également une banque de référence d'aide à domicile. Pour la région de Québec, nous avons 225 usagers et 95 préposés. Et notre rôle est de faire, si vous voulez, des matchs parfaits entre usagers et travailleurs. Donc, les travailleurs offrent de l'AVD et de l'AVQ, qui sont en fait de l'aide à la vie domestique ou encore de l'aide à la vie quotidienne. La différence, c'est que c'est des soins à la personne ou encore des tâches ménagères qui sont offertes aux personnes qui ne peuvent remplir le mandat en raison de différents maladies ou handicaps. Le transport nous interpelle aussi très régulièrement. Nous voulons contribuer à l'amélioration des services de transport qui sont offerts aux personnes ayant une incapacité motrice. Donc, il y a le transport adapté, d'une part, mais il y a aussi le transport
du réseau de transport en commun qui doit aussi répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Le travail, nous voulons aussi promouvoir l'embauche des personnes ayant des incapacités, mais aussi, encore faut-il, embaucher, mais maintenir ces gens-là en emploi aussi. Et cet aspect-là est très, très important aussi. Déjà, nous avons eu des rencontres avec différentes entreprises, faire en sorte que oui, il est bien d'engager des personnes en situation de handicap, mais encore faut-il les garder, les maintenir en emploi. Là-dessus, on souhaiterait peut-être que le gouvernement puisse se donner des objectifs, un peu comme il existe en France. On parle de entre 4 et 6 d'obligations pour des employeurs d'engager du personnel en situation de handicap. On souhaiterait que le gouvernement du Québec puisse en faire autant, donc en se donnant des objectifs clairs. Et finalement, un autre cheval de bataille qui est aussi très important pour nous, c'est l'accessibilité des commerces. Chaque été, on a une brigade d'étudiants qui sillonnent les différentes artères de la ville de Québec pour vérifier la conformité de l'accessibilité des différents commerces. Question de promouvoir l'accessibilité des commerces afin de permettre évidemment à la ville, comme d'autres villes au Québec, de pouvoir devenir plus inclusive pour les personnes en situation de handicap. Donc, je vous dirais que nous ne chômons pas. Nous avons beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, mais nous le faisons beaucoup avec ce plaisir de vouloir changer les choses en collaboration avec les villes et nos différents acteurs socio-économiques. Monsieur Salgado, vous m'impressionnez énormément. Je vais prendre deux sujets avec ce détail, ce parcours impressionnant dans votre engagement. Si je parle du BRAD, ça veut dire cette banque de référence pour aide à domicile. Et je vais prendre le Upload, comme vous avez parlé pour l'habitat. Le premier, pensez-vous que nous répondons ou le gouvernement répond adéquatement aux besoins urgents des personnes relatives à l'aide à domicile? Si je fais la comparaison avec la France, et je sais il y a une présence permanente pour une personne âgée ou pour une personne handicapée, au moins 2 à 3 fois par jour. Est-ce que pensez-vous, on peut se mesurer d'une façon ou d'une autre à ce qui se passe ailleurs chez nos voisins en Europe, au niveau Ben, d'un oui, domicile? ben, il y a un certain recul. Il y a eu des grandes améliorations, mais souvent on dit quand on se compare, on se console, mais au niveau du soin à domicile, c'est pas tout à fait le cas. Il y a des lacunes importantes. Le gouvernement, il y a 20 ans, parce que notre service BRAD, comme vous mentionnez, notre banque de référence d'aide à domicile existe depuis maintenant 20, 21 ans. En fait, c'est un système qui a été mis en place il y a quelques années pour répondre à la demande. Mais la situation des personnes en situation de handicap a beaucoup changé en 20 ans. Et on s'aperçoit que le système répond plus ou moins. Je vous donne un exemple. Bon, nos travailleurs travaillent à domicile sur des horaires assez variables. Le programme, en fait, qui finance ces travailleurs-là s'appelle le programme Chèque emploi service, qui est administré par le gouvernement du Québec. Nous, en fait, notre rôle est celui d'une agence de placement, si on veut. Alors, on fait de l'affichage de postes, on fait du recrutement, on passe des entrevues, on retient des candidatures, on fait faire des recherches d'antécédents judiciaires avec le service de police de Québec. Et par la suite, nous sommes en mesure de fournir 2, 3 ou 4 candidatures à un usager qui, lui, en quelque sorte, grâce au programme Chèque emploi service, devient un employeur. Alors, c'est cette personne qui décide d'engager qui elle veut bien. Mais là, il y a un côté administratif, il y a certains effets pervers que le programme cache après 20 ans. S'il arrive un accident, un travailleur déboule les escaliers chez une dame et puis il se blesse, qui est responsable? Même la CNESST s'arrache encore les cheveux aujourd'hui pour déterminer qui sera responsable dans cette situation. Et du côté également d'un usager, pas certain qu'une dame de 98 ans peut gérer ce formulaire de volet social. Elle doit être accompagnée par quelqu'un qui doit l'aider à administrer les différents formulaires au gouvernement pour s'assurer que la personne soit rémunérée. Alors là aussi, on souhaiterait que le programme soit repensé
afin de permettre de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Parce que, vous le savez, M. Khoury, le handicap en soi n'est pas une maladie. Mais on sait très bien que la majorité des personnes qui ont des situations de handicap ont développé des maladies chroniques adjacentes à leur handicap. Et c'est là où vient en sorte, on se rend compte que l'aide gouvernementale qui est octroyée notamment pour les travailleurs ou ce type de programme répond plus ou moins parce que la situation s'est, je vous dirais, aggravée au cours des dernières années. Vous le savez, les dernières statistiques actuellement, on parle au Québec de 21 de personnes en situation de handicap. Ah, Donc, on en était en 2017 là, à 16,1. Et là, exact. on vient de grimper, là. Donc, Wow. phénomène de vieillissement de la population aussi. De Oui, plus en plus de personnes, évidemment, vieillissent. Hein. On vieillit tous. Je vous dirais que mon 5 km le matin, je ne fais pas les mêmes temps que quand j'avais 20 ans, c'est exact. clair. Alors, et vous sûrement également, M. Khoury. Et donc, on tente de se tenir en forme, mais on voit évidemment, puis ma belle-mère dit souvent qu'il y a une seule justice, celle de la vieillesse. Qu'on soit riche ou pauvre, on finira tous par vieillir. Puis Exactement ça. on est Exactement. là actuellement. Donc, on souhaiterait que le gouvernement puisse s'ajuster et devenir aussi performant qu'en Europe, là. Une deuxième question aussi importante qui relève de l'habitat. On sait très bien le dernier projet du gouvernement qui a été annoncé à large pour les personnes âgées. Et j'ai appris dernièrement qu'il y a une bonne majorité de ces immeubles-là qui sont occupés à presque 20%. D'après votre organisme, d'après Dominique Salgado, ça aurait été faisable, d'après vous, d'ajouter une partie de ces immeubles-là aux personnes handicapées qui cherchent actuellement de s'identifier dans une vie autonome et surtout les personnes handicapées lucides. Quand je parle, par exemple, des personnes vivant avec l'appareil cérébral, qu'en pensez-vous? Si on a un immeuble de 200-300 unités qui est occupé à 20%, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Serait-il possible de faire un petit changement, d'ajouter une autre partie, une autre particularité pour les personnes handicapées pour leur donner leur autonomie et leur liberté? Voilà. Le problème, en fait, c'est souvent au Québec, on parle de logements sociaux. Alors, on parle de logements abordables, mais on parle très rarement de logements accessibles et adaptés. Dans un phénomène de vieillissement de population, il y en aura plus de gens avec une marchette ou de gens en fauteuil, qu'on le veuille ou pas. Mm. Donc, il va falloir que, évidemment, les municipalités ou encore le gouvernement aussi fassent en sorte qu'on puisse cibler. Comme par exemple, l'exemple que vous citez, on devrait dire dans une immeuble, il devrait y avoir une réglementation qui dit, ben écoutez, je ne sais pas, moi, 10% des logements à travers ces 80 quelques loyers doivent être accessibles et adaptés. Mm. Ce n'est pas le cas. À moins, si on y va dans le privé, ben, ici, il y a un édifice qui est tout récent là, à Québec qui s'appelle le Groupe Audrey, un édifice à logement d'à peu près 84 logements et 40, donc tout près de la moitié, 50 sont accessibles et adaptés. C'est une belle réalisation. D'ailleurs, le gouvernement devrait s'en inspirer. On devrait se donner des cibles là-dessus, des objectifs clairs pour répondre aux personnes en situation de handicap. Lorsque nous avons développé l'Upload, nous avons tenté de répertorier les logements accessibles et adaptés dans la région de Québec. Un travail de moine en passant. Et on est capable d'estimer aux environs, je vous dirais, de 2,2 du nombre de logements accessibles et adaptés dans la grande région de Québec. Lorsqu'on parle de 86 000 personnes qui sont en situation de handicap, c'est très peu, là. Mm. Lorsqu'on parle de 2 1,2 ou Mm. près de 1,5 de logements accessibles et adaptés. Donc, il devrait y en avoir plus. On devrait en faire une meilleure promotion et on devrait cibler exactement des objectifs clairs à ce niveau-là. C'est excellent comme réponse, et parce que c'est un besoin accru et c'est un besoin urgent actuellement. Les gens s'identifient avec le développement sociétal. Il n'y a plus de Voilà. limite pour les personnes, que ce soit handicapées ou non. Donc, Voilà. voilà. Donc, c'est la raison Exactement. de poser cette question. Écoutez, vous êtes
comme je le sais, je l'avais appris d'ailleurs, que vous êtes titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques. Vous l'avez bien identifié, votre priorité dans votre jeunesse, et vous êtes toujours jeune dans votre Merci. tête, et c'est tout à fait normal. Vous avez consacré une bonne partie de votre vie aussi à la communication, et vous l'avez aussi cette particularité communicative pour les autres. Que s'est-il passé dans votre vie de ce changement de 360 degrés en consacrant cette vie de ces dernières décennies à la lutte contre la pauvreté et aux soins à domicile? Est-ce qu'il y a eu un changement radical dans votre vie qui vous a obligé de changer la vie active politiquement à la vie communautaire qui est axée sur la pauvreté, sur la vulnérabilité, ainsi de suite? Ben, en fait, comme j'ai mentionné tantôt, j'avais le goût, en fait, de redonner à ce que la vie m'a À permis part d'être. ça, à part ça, il a Mais eu à part ça, évidemment, c'est que je me suis aperçu que finalement, euh, je défends encore mieux les droits en étant apolitique que dans la politique. voilà. Je m'explique. Euh, En étant dans un organisme en défense de droits, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de ligne de parti non plus. Alors là, à partir de là, on peut défendre vraiment les vrais intérêts des personnes qui nous touchent et les personnes qui ont besoin de voix, comme vous mentionnez un peu plus tôt dans l'ouverture de l'émission. Donc, je me dis que c'est une façon plus proactive de m'investir et de pouvoir changer des choses. Et déjà, je vois les choses changer, que ce soit avec la Ville de Québec, que ce soit avec le gouvernement provincial ou même avec au niveau fédéral. Vous le savez, bon, il y a eu évidemment un programme, une nouvelle prestation canadienne pour personnes handicapées. Nous y avons participé avec différents échanges, avec aussi la COFAM, parce que l'organisme de CAVI est membre de la COFAM. D'ailleurs, j'en fais partie. Je suis du conseil d'administration, je suis trésorier, c'est-à-dire secrétaire, pardon. Et à partir de là, ben, nous avons établi des discussions avec le gouvernement pour faire en sorte que oui, c'est bien d'avoir reçu une sanction royale le 22 juin, mais encore faut-il qu'on puisse tabler sur les vrais calculs et combien de personnes en situation de handicap pourra recevoir. Ça, c'est important. On a fait avancer des choses aussi au niveau du logement, avec évidemment tout ce qui touchait l'aide à l'adaptation d'un domicile, le fameux PAD, le programme d'adaptation de domicile, qui a été bonifié par le gouvernement du Québec. Ben, c'est grâce à notre présence en commission parlementaire et aussi à l'étude des crédits qui a fait en sorte que la ministre Laforêt, à l'époque, n'a pas eu le choix de dire, ben, écoutez, oui, j'annonce qu'on va bonifier sans mentionner le programme. Et quelques mois après, on apprenait que finalement, on passait de 15 000 à 50 000 pour l'ajustement d'un programme PAD, ce qui est quand même très bien. Donc, à partir de là, on voit que les choses changent et s'améliorent à pas de tortue, diront certains, mais on va le pas est dans le bon sens, en tout cas, de ce côté-là. Et souvent, tout est dans l'attitude. Hein. Nous faisons de la revendication, mais nous ne sommes pas un organisme qui va aller casser les vitres de l'Assemblée nationale pour se faire entendre. Au contraire, on va tenter de pouvoir travailler avec les différents intervenants, travailler avec les partis d'opposition et travailler aussi avec députés et ministres qui forment le gouvernement actuel. Ben, je vais suivre un petit peu la suite de votre opinion et de vos réponses. Et si j'ai bien compris, et vous l'avez bien dit, vous êtes un revendicateur passionné, ce que je vois d'ailleurs dans vos réponses, avec vos initiatives sur le terrain, et même vous avez dit que vous avez participé à des différentes commissions parlementaires. C'est tout à fait normal dans le but de renforcer activement la vie des personnes handicapées dans votre communauté et même peut-être la vie des personnes pauvres aussi, là. Donc, quel a été votre cheval de bataille, surtout dans vos commissions parlementaires et dans vos engagements obtenus à date? Ben, un engagement qu'on est très, très fier, c'était au niveau de l'emploi. Lorsque le ministre Boulay, il y a 2 ans, est arrivé avec le projet de loi 59, ce que le ministre proposait, c'était de redéfinir le terme handicap. En fait, le ministre voulait réécrire sur des notions qu'il avait très peu de connaissances.
C'était comme si, selon la politique que le ministre voulait instaurer, c'est comme si on étiquetait, on mettait une étiquette jaune à un travailleur en situation de handicap. Attention, c'était comme un warning, une attention particulière. Cet employé que vous risquez d'engager est en situation de handicap. C'est un peu ça que le ministre voulait faire. Puis on s'est dit, ben, voyons donc, c'est complètement là, absurde et surtout discriminatoire. Nous avons, à maintes reprises, communiqué avec le cabinet, nous avons eu des rencontres et finalement, nous avons été invités en commission parlementaire parce qu'initialement, ce n'était pas prévu. On ne voulait pas nous voir là et tout ça. Et finalement, j'ai senti aussi un ministre Boulay nerveux lorsque j'ai eu un entretien avec lui. Vous savez, quand on est dans une pandémie, toutes les rencontres, même les commissions parlementaires, se faisaient par Zoom aussi. Et lorsque vous voyez quelqu'un sortir du cadrage pour aller se chercher un verre d'eau ou un café ou les documents qui y arrivent tout bord, tout côté pour fournir des réponses au ministre qui ne sait pas quoi répondre, ça a complètement déstabilisé le ministre. À tel point qu'à un moment donné, il s'est dit, ben écoutez, Monsieur Salgado, qui a mis les mains mentionné, parce que je voyais que je le dérangeais, a mentionné que, écoutez, on va tenter de voir ce qu'on pourra faire, puis ainsi de suite. Et par la suite, on apprenait quelques semaines après que le ministre avait décidé de reculer et sur deux, trois articles de son projet de loi et de maintenir le statu quo, ce qui faisait en sorte que nous avions gagné dans ce que nous vous recommandons. Nous avions recommandé de ne pas toucher à l'aspect du terme handicap. Encore là aussi, nous avions donné un peu une certaine directive aussi en expliquant que si jamais le projet de loi du ministre passait comme il était présenté, ça risquait d'avoir une commotion à l'international. Parce que Wow. tel que proposé et présenté par le ministre, ça allait contrairement à l'encontre des droits humains, des droits de l'homme sanctionnés et stipulés par l'Organisation des Nations Unies. Alors là, je pense que ça aussi, ça a porté dans la balance, à tel point que là, on s'est dit, ben, ça risque d'avoir un impact positif si le ministre décide de garder le statu quo. Et voilà, on en est là. On a eu ce gain-là aussi, puis on en est très, très fiers. Monsieur Salgado, on va aller directement dans le but parce que vous venez de m'apprendre un chiffre impressionnant qui m'a touché et je l'ignorais jusqu'à présent. Peut-être les statistiques sont sorties dernièrement, dont je n'étais pas au courant. Euh, il y a au Québec 21% des personnes vivant avec un handicap. À mon avis, ce qui représente autour maintenant de 1,4 million. Et si on ajoute les parents, les aidants naturels, on va toucher maintenant plus que 4 millions, c'est que plus que la moitié de la population québécoise. C'est un chiffre extrêmement important et je vous en remercie de m'avoir informé de ce chiffre ce matin. Maintenant, pensez-vous que la population québécoise vivant avec le handicap vit dignement et cette population reçoit ce qu'il mérite, ce qu'elle mérite, et des autorités, et le respect surtout de la société active au Québec? Malheureusement, non, je dois vous répondre que non. Le problème, il est dans cette absence de motivation. On en fait souvent en campagne électorale un souhait politique. Mais malheureusement, entre le souhait et l'action concrète sur le terrain, il y a une marge très, très importante. Nous l'avons vu souvent, des politiciens en campagne électorale se faire photographier avec des personnes en situation de handicap. Pour eux, c'est très payant, hein. Il y a un capital politique important. On a vu aussi de quelle façon exactement le gouvernement actuel a orchestré je vous dirais, dirigé le Québec durant la pandémie. Malheureusement, puis document à l'appui de certains chroniqueurs et même certains départements de santé publique, le dossier de la COVID a été un peu trop politisé au Québec. Euh, et donc, il y a certaines tranches de société, des personnes qui ont complètement été oubliées, et ces personnes sont ces personnes en situation de handicap. Trop souvent, elles sont oubliées et trop souvent, elles sont négligées.
Ouais. Le taux d'incapacité, vous le savez, on en mentionnait tantôt, augmente avec l'âge. C'est inévitable. Et les conditions de vie également au niveau du revenu personnel. Quand on parle d'un revenu personnel inférieur à 15 000 au Québec, c'est difficile de payer un logement. Puis ici, on le sait, dans la région, écoutez, il y a même des quartiers, quartier Limoilou, en Basse-Ville, il y a des gens qui consacrent non pas 30 pour leur budget, comme le ministre disait, mais on est rendu à 50-55 de leur budget pour payer leur loyer. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il reste par la suite pour payer l'épicerie? Pas grand-chose. Donc, il y a un problème, en fait, sociétal. Il y a un problème aussi de volonté politique. On en fait des souhaits en campagne, mais il n'y a pas vraiment une grande volonté pour sortir du gouffre financier ces personnes vulnérables qui ont des contraintes sévères en emploi, hein. Il y a des gens qui ont 20, 25, 30 ans, qui ont fait des études, mais en raison de leurs contraintes sévères en emploi, ces personnes ne peuvent pas travailler. Et je pense que pour mieux défendre les intérêts des personnes en situation de handicap, ce que je dis souvent, peut-être que ça prendrait plus de dirigeants en situation de handicap pour mieux comprendre ce que vivent au quotidien ces personnes. Donc, souvent, à la blague, je taquine un peu notre président ou notre VP, des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont bien articulées, qui seraient capables d'avoir un titre de député et même un portefeuille de ministre. Et j'en suis convaincu qu'ils sauraient quoi faire exactement avec un montant de 7 millions de dollars plutôt que de les donner à une équipe de la Ligue nationale de hockey. C'est un exemple. Et il y en a tellement d'autres exemples qu'on pourrait citer. Il y a des très mauvaises décisions qui sont prises au quotidien par le gouvernement. Je vais aller dans la même pensée que vous, c'est que qu'on le veuille ou non, nous n'avons pas seulement les personnes handicapées, mais aussi les parents qui sont émotivement handicapés et socialement vulnérables dans une pauvreté avancée. Ces parents, à mon avis, ne demandent rien d'autre que de s'occuper de leurs enfants. Êtes-vous d'accord avec moi, M. Salgado, aujourd'hui, que le temps est venu pour que le Québec nomme un ministre, je suis vos idées un petit peu, autour de la table ronde pour gérer spécifiquement les dossiers des personnes vivant avec le handicap au lieu que ces dossiers tournent dans 4 ministères différents et le temps devient éternel pour ces personnes-là. Qu'en pensez-vous? Absolument, je suis parfaitement d'accord. Ça prend une personne qui est vraiment concernée, une personne qui aurait vraiment un intérêt majeur face aux besoins de ces personnes. Puis, comme vous le dites si bien, ces familles vivent au quotidien le handicap sans être nécessairement handicapées elles-mêmes. Parce que, évidemment, lorsqu'un enfant est jeune, on le sait, évidemment, c'est un encadrement. Vraiment un encadrement qui demande énormément aux deux parents. Par la suite, c'est l'intégration aussi à l'école, c'est le maintien aussi à l'école, pas toujours évident. On souhaite aussi que la société soit plus inclusive. Euh, il y a certains éléments. Puis écoutez, même dans ma famille aussi, j'avais aussi un neveu qui, étant très jeune, avec un handicap, devait même, en plus d'avoir les mesquineries de ses copains, devait aussi avoir les mesquineries de certains professeurs, et ainsi de suite. Donc, je me rappelle de m'avoir rendu à l'école aussi, aidant ma sœur et mon beau-frère pour faire entendre justement les droits de ce jeune qui finalement était complètement bafoué. Donc, il y a des exemples très concrets qui sont malheureux. Puis oui, le gouvernement devrait scruter à la loupe ce dossier qui n'est pas seulement une question là, euh, d'intégration, mais une question de volonté, comme je le mentionnais. Il faut en faire vraiment un vrai dossier. Et le fait d'avoir une personne responsable dans un ministère dédié aux personnes en situation de handicap aiderait grandement, c'est clair, c'est clair. Monsieur Salgado, très, très heureux de votre participation et de ces valeurs que vous possédez
et que vous dégagez en même temps pour le bien des autres et surtout des personnes vivant avec un handicap et dans une pauvreté aussi au Québec. Bonne chance et bonne et heureuse année dans votre carrière et au plaisir de vous revoir dans d'autres occasions. Merci infiniment, M. Coury, de nous avoir donné l'opportunité de se faire entendre. Merci et grand succès également à votre émission. Et je vous retourne également, c'est souvent le retour du balancier qu'on dit, là, mais voilà, je vous admire également aussi pour ce que vous faites et ce que vous défendez. Et bravo pour le travail que vous faites. Et merci encore de nous avoir donné l'opportunité de participer à l'émission ce matin. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, encore une fois, bonne et heureuse année 2024 et ce n'est que nos revoirs. Et je vous remercie.